J'ai 28 ans et je viens d'acheter ma première maison avec de l'argent liquide. Pas de prêt, pas d'hypothèque, du liquide. Et quand mon père m'a appelé pour me féliciter la semaine dernière, les premiers mots qui sont sortis de ma bouche n'étaient pas merci. C'était « Tu te souviens quand tu m'as dit que je ne valais pas un investissement de 300 $ pour un manuel scolaire ?» Parce que moi je m'en souviens très bien, et ce moment-là, ce seul moment où on m'a refusé quelque chose d'aussi basique, alors que je regardais mon frère se faire cosigner sa 4e voiture, a tout changé dans ma façon de voir la famille, l'argent et ma propre valeur. Si vous avez déjà été l'enfant défavorisé, si vous avez déjà regardé un frère ou une sœur tout obtenir pendant que vous n'obteniez rien, si on vous a déjà dit d'être reconnaissant pour les miettes pendant que quelqu'un d'autre avait droit au repas entier, cette histoire est pour vous. Parce que ce qui m'est arrivé ne concernait pas seulement les manuels scolaires ou les voitures. Il s'agissait d'un schéma si profond, si systématique, qu'il m'a fallu des années pour même reconnaître que ça se passait. Je m'appelle Sarah et je suis l'enfant du milieu dans une famille de 3. Ma sœur aînée, Emma, a déménagé à l'autre bout du pays après l'université et ne nous parle presque plus. Quelque chose que je comprends maintenant d'une façon que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. Mon petit frère Jake a toujours été l'enfant chéri, même s'il m'a fallu un temps embarrassant pour m'en rendre compte. En grandissant, je pensais que je n'avais simplement pas de chance. Je pensais que j'en demandais trop. Je pensais que peut-être je ne faisais pas assez d'efforts pour mériter ce qui venait si facilement à tous les autres. Le schéma a commencé tôt, mais comme la plupart des dysfonctionnements familiaux systématiques, c'était assez subtil pour que je me convainque que je l'imaginais. Quand Jake a voulu des cours de guitare à 10 ans, papa l'a immédiatement inscrit au forfait premium du magasin de musique du centre-ville, 60 $ par mois, ce qui représentait beaucoup d'argent pour notre famille de classe moyenne en 2003. Quand j'ai demandé des cours d'art cette même année, on m'a dit qu'on ne pouvait pas se permettre des activités extrascolaires pour tout le monde et que je pourrais peut-être m'entraîner à dessiner avec des livres de la bibliothèque à la place. Quand Jake a décidé qu'il voulait jouer au baseball, papa lui a acheté un équipement Wilson complet qui coûtait plus de 200 $. Le gant à lui seul coûtait 80 $. Je m'en souviens parce que j'étais avec eux au magasin d'articles de sport, regardant papa tendre sa carte de crédit sans hésitation pendant que je tenais un kit d'art soldé à 20 $ que je réclamais depuis des mois. Papa a regardé mes fournitures d'art et a secoué la tête, expliquant que l'équipement de baseball était un investissement dans l'avenir de Jake, alors que les fournitures d'art étaient juste quelque chose que j'utiliserais et jetterais. J'ai appris à me faire plus petite après ça. J'ai appris à demander moins, à avoir besoin de moins, à attendre moins. Quand les autres enfants recevaient de nouveaux vêtements pour la rentrée, je récupérais les affaires d'Emma et je me disais que j'étais écologiquement responsable. Quand Jake a eu un nouvel ordinateur portable pour sa première année de lycée parce qu'il avait de bonnes notes, j'ai continué à utiliser l'ordinateur familial qu'on avait depuis 2001, celui qui mettait 10 minutes à démarrer et qui plantait chaque fois que j'essayais de faire tourner plus d'un programme. Mais j'étais une enfant sage. J'ai eu que des A pendant tout le lycée. Je faisais du bénévolat au refuge pour animaux tous les week-ends. Je gardais les enfants des voisins pour gagner mon argent de poche. Je pensais que si j'étais assez bien, assez intelligente, assez serviable, les choses finiraient par s'équilibrer. Je pensais que mes parents attendaient juste que je prouve que je méritais le même investissement qu'ils faisaient pour Jake si naturellement. Les années d'université, c'est là que le schéma est devenu impossible à ignorer, même si j'essayais encore. Jake avait 2 ans de retard sur moi, mais bizarrement, ses projets d'université étaient discutés et financés, pendant que moi j'essayais encore de comprendre comment payer les miennes. Papa a cosigné un prêt étudiant pour mes frais de scolarité, mais seulement après m'avoir fait promettre de lui rembourser tous les intérêts qui s'accumuleraient. Le message était clair, c'est un fardeau, pas un investissement. Pendant ce temps, le fonds universitaire de Jake grossissait depuis sa naissance. Pas une somme énorme, mais assez pour couvrir complètement sa première année. Quand j'ai demandé pourquoi je n'avais pas de fonds universitaires, maman m'a expliqué qu'ils avaient commencé à épargner différemment quand Jake était arrivé, comme si 7 ans de mon enfance n'avaient tout simplement pas existé dans leur planification financière. J'ai travaillé 25 heures par semaine pendant toute l'université, en plus de suivre un cursus complet et de maintenir une moyenne de 3,8. Je travaillais à la librairie du campus, dans un restaurant local les week-ends, et je donnais des cours particuliers dès que je trouvais des étudiants qui avaient besoin d'aide. L'argent servait à tout ce que mes prêts étudiants ne couvraient pas, les manuels, les frais de labo, les passes de parking, toutes ces petites dépenses qui finissent par faire des centaines chaque semestre. Jake,
Pendant ce temps, vivait l'expérience universitaire typique. Il a rejoint une fraternité, il est parti en vacances de printemps à Cancun et il appelait à la maison pour de l'argent dès qu'il en avait besoin. Et il en recevait toujours. Papa lui virait de l'argent sur son compte avec la même facilité désinvolte qu'il avait montré en achetant cet équipement de baseball des années plus tôt. L'incident du manuel s'est passé pendant ma 3e année, au semestre de printemps 2018. Je suivais un cours de chimie organique avancée et le manuel obligatoire coûtait 320 $. J'avais déjà dépensé tout mon budget de manuel scolaire pour le semestre et il me restait 47 $ sur mon compte en banque jusqu'à ma prochaine paie. J'ai appelé à la maison un mardi soir, expliquant la situation le plus calmement possible. La réponse de papa a été immédiate et sans appel. Il m'a dit que 300 $, c'était trop cher pour un seul livre, que je devais trouver un exemplaire d'occasion ou en emprunter un à la bibliothèque. Quand j'ai expliqué que la bibliothèque n'avait que 2 exemplaires pour une classe de 30 étudiants et que le livre était accompagné de codes d'accès obligatoires pour les devoirs qui ne pouvaient pas être partagés, il m'a suggéré de réfléchir si j'avais vraiment besoin de suivre un cours si coûteux. La conversation a duré peut-être 5 minutes. Il ne m'a pas demandé mes notes dans ce cours, ne m'a pas demandé mes résultats scolaires en général, ne m'a pas demandé si ce cours était obligatoire dans ma filière. Il a simplement décidé que 320 $, c'était trop investir dans mes études, et là s'est arrêtée la discussion. J'ai raccroché et je suis resté assis dans ma chambre d'étudiant, fixant le syllabus qui indiquait clairement que le manuel était obligatoire pour réussir le cours. J'ai senti quelque chose basculer en moi ce soir-là, une prise de conscience que j'essayais d'éviter depuis des années. Ce n'était pas une question d'argent. Papa avait de l'argent. C'était une question de priorité, et je n'en étais tout simplement pas une. J'ai fini par emprunter l'argent à la mère de mon colocataire, qui a insisté pour dire que ce n'était pas un prêt mais un cadeau quand elle a entendu ce qui s'était passé. Madame Peterson me connaissait depuis 2 ans à ce moment-là. Elle m'avait vu étudier pendant que mon colocataire faisait la fête. Elle m'avait vu partir travailler tôt le samedi matin pendant que les autres gosses récupéraient de leur vendredi soir. Elle avait l'air vraiment perplexe quand je lui ai dit que mon père avait refusé de m'aider pour les manuels, comme si elle n'arrivait pas à concilier ce qu'elle savait de mon caractère avec ce qu'elle entendait sur le soutien de ma famille. Cette conversation avec Madame Peterson était la première fois qu'un adulte validait ce que je vivais. Elle ne m'a pas dit que mes parents faisaient de leur mieux ou que l'argent était serré pour tout le monde. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que ça semblait injuste que je travaille si dur tout en portant seul un tel fardeau financier. Sa simple reconnaissance de cette injustice m'a fait réaliser que je n'étais pas fou, que je n'étais pas ingrat, que je n'en demandais pas trop. 2 mois plus tard, Jake a appelé à la maison pour demander à papa de co-signer son 4e prêt auto. Pas son premier, son 4e. Il avait eu une Honda Civic au lycée qu'il avait accidentée en seconde année. Papa lui avait immédiatement acheté une Toyota Camry d'occasion pour la remplacer. En 3e année, Jake a décidé qu'il voulait quelque chose de plus sportif, alors papa a co-signé un prêt pour une Mustang avec un paiement mensuel de 400 $. Maintenant, en tant qu'étudiant de dernière année, Jake avait décidé qu'il avait besoin de quelque chose de plus fiable pour les entretiens d'embauche et voulait échanger la Mustang contre une Honda Accord toute neuve. J'ai découvert la situation avec la voiture quand j'ai appelé à la maison la semaine après que papa ait co-signé le prêt de Jake. Maman l'a mentionné de façon décontractée, comme si co-signer un prêt automobile de 28 000 $ était aussi routinier qu'acheter des courses. Elle était excitée par la nouvelle voiture de Jake, décrivant les sièges chauffants et la caméra de recul comme s'ils parlaient de vacances en famille plutôt que d'un engagement financier énorme. Le contraste était si frappant, si indéniable, que j'avais l'impression de vivre une expérience de décorporation pendant cet appel téléphonique. 320 $ pour des manuels scolaires qui auraient directement impacté mon éducation et mes perspectives de carrière. Trop cher, ça ne vaut pas le coup, trouve une autre solution. 28 000 $ pour la 4e voiture de Jake en 6 ans, une voiture qui était purement un désir plutôt qu'un besoin? Absolument. Tout ce dont Jake a besoin, la famille soutient la famille. Je n'ai rien dit pendant cet appel. J'ai écouté maman parler de la voiture de Jake, poser les questions appropriées et les féliciter quand elle lui a passé le téléphone. Mais après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement et j'ai noté tout ce dont je pouvais me souvenir concernant le soutien financier que chacun de nous avait reçu au fil des années. La liste était dévastatrice dans sa clarté.
Le soutien financier de Jake de la part de nos parents, assurance auto-payée continuellement de 16 à 23 ans, 4 voitures soit achetées directement soit cosignées, fonds universitaires qui a couvert sa première année complètement, voyage de vacances de printemps financés, frais de fraternité payés, coût du programme de semestre à l'étranger couvert, frais de candidature aux études supérieures payés, frais de voyage d'entretien couverts. Mon soutien financier de la part de nos parents, prêt étudiant cosigné avec l'exigence de rembourser tous les intérêts, demande de manuel refusé, travail-études requis pendant toute l'université, vacances de printemps passées à travailler des doubles quarts, candidatures aux études supérieures payées avec mon propre argent, coût de voyage d'entretien couvert par mes propres économies. Le soutien financier d'Emma, presque identique au mien, ce qui expliquait pourquoi elle avait déménagé à l'autre bout du pays et maintenu un contact minimal. Le schéma n'était plus subtil. Il était systématique, cohérent et complètement intentionnel. Jake était l'investissement. Emma et moi étions des dépenses à minimiser. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude avec un diplôme en génie chimique et j'ai été acceptée dans 3 programmes d'études supérieures de premier plan. La réaction de papa à mes lettres d'acceptation était fière mais mesurée, comme si mes réussites étaient attendues plutôt que célébrées. Quand Jake a obtenu son diplôme 6 mois plus tard avec une moyenne de 2,7 en administration des affaires, la famille a organisé une fête de remise de diplôme qui a coûté plus cher que tout mon budget de manuel scolaire de dernière année. C'est aux études supérieures que j'ai finalement arrêté de demander quoi que ce soit. J'ai décroché un poste d'assistant d'enseignement complet qui couvrait les frais de scolarité et offrait une modeste allocation. Je vivais dans un studio qui coûtait 400 $ par mois. Je faisais mes courses chez Aldi et j'ai appris à tout cuisiner à partir de zéro parce que manger au restaurant n'était pas une option. J'étais déterminée à prouver que je pouvais réussir sans l'aide de personne, puisque l'aide n'était de toute façon manifestement pas disponible. Jake, pendant ce temps, est retourné vivre chez nos parents après l'obtention de son diplôme et a passé 6 mois à chercher le travail parfait pendant que papa continuait à payer son assurance auto, sa facture de téléphone et lui donnait de l'argent de poche pour ses activités sociales. Quand Jake a finalement trouvé un poste de débutant en marketing, papa l'a aidé à réunir un dépôt de garantie et le premier mois de loyer pour un bel appartement au centre-ville. L'aide était donnée librement, sans condition, sans les sermons sur la responsabilité financière qui avaient accompagné chaque dollar que j'avais jamais demandé. J'ai terminé ma maîtrise en 18 mois au lieu des 2 années habituelles, travaillant 60 heures par semaine entre mes recherches, mes responsabilités d'enseignement et un emploi de week-end que j'avais trouvé pour compléter mon allocation. Mon directeur de thèse, Dr Martinez, était suffisamment impressionné par mon travail pour me recommander pour un programme de doctorat entièrement financé, mais aussi inquiète pour ma santé et mon équilibre vie professionnelle-vie privée. Dr Martinez était la 2e adulte qui avait jamais directement abordé ce qu'elle percevait comme un traitement injuste dans ma vie. Elle avait rencontré mes parents à la remise des diplômes et avait remarqué la différence dans la façon dont ils parlaient de mes réalisations par rapport au projet de Jake. Son observation était douce mais précise. Il semblait que je travaillais beaucoup plus dur que nécessaire pour prouver quelque chose qui aurait dû être évident d'après ma performance constante. Cette conversation m'a amené à commencer une thérapie pour la première fois. Dr Williams m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas une rivalité fraternelle normale ou des contraintes financières familiales. C'était du favoritisme si systématique qu'il avait façonné tout mon sens de l'estime de soi autour du fait de mériter ce que d'autres personnes recevaient simplement en existant. Les séances de thérapie ont été révélatrices de façon auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai appris que les enfants qui grandissent, comme l'enfant défavorisé, développent souvent ce que Dr Williams appelait le syndrome de la valeur méritée, la croyance que l'amour, le soutien et la considération de base doivent être mérités par un comportement parfait et des réalisations exceptionnelles. Jake avait appris qu'il méritait naturellement le soutien et l'investissement. Moi, j'avais appris que je pourrais peut-être le mériter si je travaillais assez dur et obtenais assez de résultats. Comprendre cette dynamique ne l'a pas immédiatement résolue, mais cela m'a donné les mots pour expliquer ce qui s'était passé et la permission d'arrêter d'essayer de gagner quelque chose qui aurait dû m'être donné librement. Plus important encore, cela m'a aidé à reconnaître que la façon dont mes parents me traitaient reflétait leurs limites, pas ma valeur. J'ai décidé de poursuivre le programme de doctorat que Dr Martinez avait recommandé dans une université à 1300 km de chez moi.
Cette distance était intentionnelle. J'avais besoin d'espace pour découvrir qui j'étais quand je n'essayais pas constamment de prouver que je méritais le soutien familial de base. La recherche doctorale me convenait parfaitement. J'étais déjà habituée à travailler seule, à trouver des solutions de manière indépendante, à persévérer face aux échecs sans encouragement extérieur. Ma recherche portait sur le développement de processus catalytiques plus efficaces pour la fabrication pharmaceutique, un travail qui combinait mes compétences analytiques avec une application pratique qui pouvait aider les gens. Pendant 3 ans, j'ai à peine parlé à ma famille au-delà des appels téléphoniques des fêtes et de brèves mises à jour sur mes progrès. Je n'étais plus en colère, juste épuisée par le travail émotionnel nécessaire pour maintenir des relations où ma valeur était constamment remise en question. Jake, pendant ce temps, s'était fiancé avec sa copine d'université et planifiait un mariage que papa finançait fièrement à hauteur de 35 000 $. Le processus de planification du mariage a révélé les dynamiques familiales d'une façon qui aurait été comique si ce n'était pas si douloureux. Chaque détail du mariage de Jake était traité comme une priorité familiale. Maman prenait des congés pour faire du shopping de robes avec la fiancée de Jake. Papa recherchait des prestataires et négociait des contrats. Ils assistaient aux dégustations de gâteaux et aux visites de lieux avec l'enthousiasme de gens qui planifient leur propre célébration. Quand j'ai été invitée à être demoiselle d'honneur, on s'attendait à ce que je paie ma propre robe, chaussures, coiffure, maquillage et frais de voyage, tout en contribuant aussi au coût de l'enterrement de vie de jeune fille et de la fête prénuptiale. La robe de demoiselle d'honneur à elle seule coûtait 250 $, presque autant que le manuel que papa avait refusé d'acheter des années plus tôt. L'ironie ne m'échappait pas. J'ai assisté au mariage parce que je ne voulais pas créer de drame familial, mais j'ai regardé la célébration avec la perspective détachée que la thérapie m'avait donnée. Le discours de papa parlait de la fierté qu'il ressentait d'avoir élevé un fils si réussi, de comment Jake représentait tout ce qu'il avait espéré chez un enfant. Il a parlé de l'investissement que maman et lui avaient fait dans l'avenir de Jake et de la façon dont cet investissement portait ses fruits dans la réussite professionnelle et le bonheur personnel de Jake. Aucune mention d'Emma, qui n'avait pas eu les moyens de rentrer à la maison. Aucune mention de moi, debout à 3 mètres de là dans la robe de demoiselle d'honneur que j'avais achetée avec l'argent gagné en donnant des cours particuliers le week-end. Le discours a duré 8 minutes et s'est entièrement concentré sur les réussites de Jake, dont la plupart avaient été facilitées par le même soutien financier qui avait été refusé à Emma et à moi. Après le mariage, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible pendant mes années d'études supérieures. J'ai arrêté d'essayer de maintenir cette relation. Pas avec colère ou confrontation dramatique, mais avec la reconnaissance silencieuse que j'investissais de l'énergie émotionnelle dans des gens qui n'avaient jamais investi autant en moi. J'ai terminé mon doctorat 2 ans plus tard, avec une thèse qui a été reconnue par l'American Chemical Society. Mes recherches avaient mené à 3 articles publiés dans des revues prestigieuses et à une demande de brevet qui montrait un potentiel commercial. Le docteur Martinez m'a aidé à décrocher un poste dans une entreprise pharmaceutique qui offrait un salaire de départ supérieur aux revenus de papa après 30 ans dans son domaine. Le poste venait avec une aide au déménagement, une prime de signature et des avantages qui incluaient le remboursement des frais de formation pour des certifications supplémentaires. Pour la première fois de ma vie, j'avais une sécurité financière qui ne dépendait ni de l'approbation ni du soutien de quelqu'un d'autre. J'ai loué un bel appartement, acheté une voiture fiable en liquide et commencé à cotiser pour la retraite comme un adulte normal qui avait toujours eu le privilège de penser au-delà de la survie immédiate. Je n'ai parlé de ce travail à ma famille qu'après avoir déjà commencé. Quand j'ai finalement appelé pour annoncer la nouvelle, la première question de maman n'a pas été de me féliciter pour cette réussite. C'était de savoir si je pourrais venir plus souvent maintenant que j'avais un bon travail, comme si mon absence précédente avait été un choix plutôt qu'une nécessité. La réaction de papa était encore plus révélatrice. Il semblait surpris que j'aie pu décrocher un poste si prestigieux, comme si mes réussites académiques de la dernière décennie avaient été des accidents heureux plutôt que le résultat d'une excellence constante. Il m'a posé plusieurs questions sur la stabilité de l'entreprise et si j'étais sûre d'être qualifiée pour un rôle de si haut niveau, des inquiétudes qu'il n'avait jamais exprimées concernant les choix de carrière de Jake. La conversation a duré 15 minutes et s'est terminée par papa qui mentionnait que Jake et sa femme avaient quelques difficultés financières à s'adapter à la vie de couple et comme c'était bien que je sois enfin en position d'aider la famille quand c'était nécessaire. L'attente était claire.
Maintenant que j'avais atteint la stabilité financière malgré leur manque de soutien, je devais être reconnaissante de l'opportunité de soutenir le membre de la famille qui avait toujours tout reçu facilement. J'ai raccroché ce coup de téléphone avec une clarté totale sur mes limites. Je maintiendrai un contact poli avec mes parents, mais je ne serai le plan de secours de personne après avoir été écartée comme priorité pendant 26 ans. Je ne financerai pas les choix de vie de Jake après l'avoir vu recevoir tous les avantages, tandis que je recevais tous les obstacles. Cette clarté était libératrice d'une façon que je n'avais pas anticipée. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je pouvais prendre des décisions basées sur ce que je voulais plutôt que sur ce que je devais prouver. Je pouvais dépenser de l'argent pour des choses qui me plaisaient plutôt que seulement pour des choses dont j'avais besoin. Je pouvais planifier l'avenir plutôt que simplement survivre au présent. J'ai utilisé ma prime d'embauche pour prendre des vacances en Europe, quelque chose dont je rêvais depuis l'université, mais que je n'avais jamais pu me permettre. J'ai acheté du matériel artistique et j'ai recommencé à peindre pour la première fois depuis le lycée. J'ai rejoint un club de randonnée et me suis fait des amis qui ne savaient rien de ma dynamique familiale, des gens qui m'appréciaient simplement pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais accomplir ou fournir. 6 mois après avoir commencé mon nouveau travail, mon équipe de recherche a fait une percée qui a mené à une amélioration de processus valant des millions de dollars d'économies en fabrication. L'entreprise a récompensé l'équipe avec des primes et a mis plusieurs d'entre nous sur la voie rapide pour être considérés pour une promotion. Ma prime représentait plus d'argent que ce sur quoi j'avais vécu pendant des années entières d'études supérieures. Pour la première fois, j'avais assez de sécurité financière pour envisager d'acheter une maison. Pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que je voulais un endroit qui soit complètement à moi, où je pourrais prendre des décisions sans considérer les opinions ou l'approbation de qui que ce soit d'autre. J'ai passé 3 mois à regarder des propriétés, travaillant avec un agent immobilier qui me traitait comme une acheteuse sérieuse malgré mon âge. La maison que j'ai trouvée était un petit bungalow artisanal avec des planchers de bois francs d'origine, une cuisine qui avait besoin d'être rénovée et une cour arrière parfaite pour le jardin que j'avais toujours voulu. Le prix demandé était dans mon budget et l'inspection n'a révélé que des problèmes mineurs que je pourrais gérer avec le temps. Pour la première fois de ma vie, je prenais une décision majeure purement basée sur ce que je voulais plutôt que sur ce que je pouvais me permettre ou ce que les autres attendaient. J'ai fait une offre qui a été acceptée, j'ai obtenu une hypothèque avec des conditions qui reflétaient mon excellent crédit et mes revenus stables, et j'ai programmé une date de clôture dans 6 semaines. Le processus était simple parce que je m'étais préparée minutieusement, j'avais économisé correctement et j'avais abordé l'achat comme une transaction d'adulte plutôt qu'une négociation familiale. 2 semaines avant la signature, Jake m'a appelé pour la première fois en 8 mois. Il ne m'avait jamais appelé directement auparavant. Toute notre communication passait par maman ou lors de réunions familiales. Son ton était amical mais hésitant, comme s'il n'était pas sûr de savoir comment me parler sans médiation parentale. La conversation a commencé par des banalités sur le travail et la météo, mais s'est progressivement orientée vers ce que je soupçonnais être son véritable objectif. Jake et sa femme avaient des difficultés avec des dettes de cartes de crédit liées à leur mariage et leur lune de miel, et leur paiement de voiture était plus élevé qu'ils ne l'avaient prévu quand papa avait cosigné les prêts. Ils envisageaient de consolider leurs dettes, mais leur cote de crédit n'était pas assez bonne pour obtenir des conditions favorables. Jake se demandait si j'accepterais de co-signer un prêt de consolidation, puisque j'avais probablement un bon crédit après toutes mes années à être si prudent avec l'argent. La demande était présentée comme un service familial, une occasion pour moi de les aider à se remettre sur pied après des dépenses excessives compréhensibles de jeunes mariés. L'ironie était si parfaite que j'ai failli rire. Jake, qui avait reçu tous les avantages financiers que nos parents pouvaient offrir, me demandait à moi, qui avais été privé de soutien éducatif de base, de risquer ma cote de crédit pour résoudre des problèmes créés par sa surconfiance privilégiée. Il me demandait de fournir le même type de soutien financier familial qui lui avait été offert automatiquement, mais qui m'avait été refusé constamment. J'ai dit à Jake que je ne pouvais pas co-signer de prêt, mais que je pouvais offrir quelques conseils budgétaires s'il était intéressé. La suggestion n'était clairement pas ce qu'il espérait et son ton est passé d'amical à confus. Il semblait sincèrement surpris que je ne veuille pas aider, comme si mes années d'autonomie avaient été une préparation pour finalement soutenir les membres de la famille qui ne m'avaient jamais soutenu. La conversation s'est terminée de façon gênante, Jake disant qu'il réfléchirait à l'offre de conseil budgétaire et qu'il me recontacterait. Il ne l'a jamais fait.
Mais 3 jours plus tard, maman a appelé avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Inquiet, presque anxieux. Maman a expliqué que Jake avait mentionné notre conversation et qu'elle s'inquiétait qu'il y ait eu un malentendu. Elle m'a assuré que Jake ne demandait pas d'argent, juste un soutien familial pendant une période difficile. Quand j'ai confirmé qu'il m'avait demandé de co-signer un prêt, elle est devenue défensive, insistant sur le fait que les membres de la famille s'entraident quand c'est possible. J'ai demandé à maman si elle se souvenait d'avoir refusé de m'aider à acheter mes manuels scolaires, tout en acceptant de co-signer le 4e prêt auto de Jake. La question a créé un silence si long que je me suis demandé si l'appel avait coupé. Quand elle a finalement répondu, sa voix était différente, plus petite, moins assurée. Maman a dit qu'elle ne se souvenait pas de la situation des manuels de la même façon que moi, et que les prêts auto étaient différents parce qu'ils constituaient des investissements dans l'avenir de Jake. Quand j'ai demandé comment les manuels scolaires n'étaient pas un investissement dans mon avenir, elle a dit que j'avais toujours été si indépendante et capable qu'ils avaient supposé que je pouvais me débrouiller toute seule. Cette explication révélait tout ce que j'avais soupçonné mais jamais eu confirmé. Mes parents avaient interprété ma résilience comme une preuve que je n'avais pas besoin de soutien, tandis qu'ils interprétaient les exigences de Jake comme une preuve qu'il en avait besoin. Mon succès, malgré leur manque d'aide, avait justifié leur décision de ne pas m'aider, tandis que les difficultés de Jake, malgré leur aide constante, justifiaient de lui en donner davantage. J'ai dit à maman que je comprenais leur raisonnement, mais que je ne co-signerais aucun prêt ni ne fournirais de soutien financier aux membres de la famille qui ne m'avaient jamais offert la même chose. La limite a été énoncée calmement, sans colère ni accusation, mais avec une fermeté totale. La réponse de maman a été immédiate et révélatrice. Elle a dit qu'elle était déçue de mon attitude, que la famille était censée être plus importante que l'argent et qu'elle s'attendait à mieux de ma part étant donné toutes les opportunités qui m'avaient été données. L'ironie d'être sermonnée sur le soutien familial par quelqu'un qui m'avait systématiquement refusé le soutien familial était stupéfiante par son manque de conscience de soi. J'ai terminé cet appel téléphonique avec la reconnaissance que mes parents ne reconnaîtraient jamais le traitement différentiel que j'avais vécu. Ils avaient créé un récit où Jake était l'enfant qui avait besoin de soutien et j'étais l'enfant qui était assez forte pour ne pas en avoir besoin. Mon succès était devenu la preuve que leur approche était correcte, plutôt qu'une évidence de ce que j'aurais pu accomplir avec leur soutien. Une semaine plus tard, j'ai finalisé l'achat de ma maison. Le processus était fluide, professionnel et entièrement le mien. J'ai visité ma nouvelle maison avec des clés que personne d'autre ne possédait, dans un espace sur lequel personne d'autre n'avait d'opinion, faisant des projets que personne d'autre ne pouvait opposer son veto ou critiquer. Cette liberté était enivrante. J'ai passé le week-end à peindre mon salon d'une couleur que j'adorais, à installer un bureau à domicile dans la 2e chambre et à planter des herbes aromatiques dans des bacs sur ma terrasse arrière. Chaque décision était la mienne, financée par l'argent que j'avais gagné, dans un espace que j'avais choisi. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement autonome. Papa a appelé le mardi suivant avec ce qu'il présentait comme des félicitations pour mon achat immobilier, bien que je soupçonne que maman lui avait dit d'appeler. Son ton était maladroit, comme s'il n'était pas sûr de comment naviguer une conversation où on ne lui demandait rien et où il n'avait rien à offrir. La conversation était guindée jusqu'à ce que papa mentionne qu'il avait entendu dire que je n'étais pas disposée à aider Jake avec sa situation financière. Sa formulation était prudente, mais l'implication était claire. J'étais égoïste en refusant de soutenir la famille après tout le soutien que la famille m'avait donné. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'aborder le problème de front. J'ai dit à papa que je n'avais jamais reçu le genre de soutien qu'on me demandait de fournir et que je n'étais pas à l'aise de prendre des risques financiers pour quelqu'un qui avait eu tous les avantages alors que j'avais eu tous les obstacles. La réponse de papa fut un déni immédiat. Il a insisté que maman et lui avaient toujours traité tous leurs enfants de manière égale, que toute différence de soutien avait été basée sur des besoins et des circonstances différents. Quand j'ai mentionné spécifiquement l'incident des manuels scolaires, il a dit qu'il ne s'en souvenait pas comme ça et que j'avais toujours été si indépendant qu'ils avaient essayé de ne pas interférer avec mon autonomie. J'ai demandé à papa s'il se souvenait d'avoir cautionné les prêts auto de Jake et il a dit que c'était différent parce que Jake avait besoin d'un transport fiable pour le travail. Quand j'ai fait remarquer que j'avais eu besoin de manuels scolaires pour mes études, il a dit que l'éducation était ma responsabilité alors que le transport avait été une question de sécurité familiale.
La conversation a continué pendant 30 minutes, papa fournissant des explications de plus en plus créatives pour expliquer pourquoi chaque instance de soutien pour Jake avait été nécessaire, alors que chaque demande de ma part avait été inutile. Les contorsions mentales étaient impressionnantes, mais le message sous-jacent était clair. Jake méritait intrinsèquement du soutien, et j'étais intrinsèquement capable de me débrouiller seule. J'ai finalement dit à papa que je comprenais sa position, mais que je ne fournirais pas de soutien financier aux membres de la famille, tout en acceptant aussi la responsabilité de mon propre succès, malgré leur manque de soutien. La limite était énoncée clairement, sans place pour la négociation ou le malentendu. La réponse finale de papa était révélatrice. Il a dit qu'il était déçu que le succès m'ait fait oublier la famille et qu'il avait espéré que j'utiliserais mes avantages pour aider les gens qui m'avaient aidé en chemin. Le révisionnisme historique était stupéfiant. Il avait créé un récit où il m'avait aidé, et mon succès était d'une certaine manière dû à leur soutien plutôt qu'accompli malgré leur manque de soutien. J'ai raccroché cet appel téléphonique en réalisant que ma famille ne reconnaîtrait jamais la réalité de notre histoire commune. Ils avaient construit une version des événements où ils étaient des parents bienveillants qui avaient élevé des enfants qui réussissaient, plutôt que des parents qui avaient constamment favorisé un enfant, tout en exigeant que les enfants défavorisés contribuent encore au bien-être familial. 6 mois plus tard, Emma m'a appelé pour la première fois en 3 ans. Elle avait appris pour l'achat de ma maison par maman et voulait me féliciter directement. Notre conversation était hésitante au début, mais est progressivement devenue la discussion la plus honnête que j'ai jamais eue avec un membre de ma famille. Emma avait vécu un traitement presque identique pendant ses années d'université et le début de sa carrière. On lui avait refusé le soutien tout en regardant Jake tout recevoir, on avait attendu d'elle qu'elle finance ses propres études pendant que les siennes étaient subventionnées, on lui avait dit qu'elle était trop indépendante pour avoir besoin d'aide alors qu'on lui donnait de l'aide préventivement. La validation était bouleversante. Pour la première fois, j'avais la confirmation de quelqu'un qui avait été témoin des mêmes dynamiques que je n'imaginais pas le traitement différentiel. Emma avait déménagé à l'autre bout du pays, en partie pour échapper à l'épuisement émotionnel d'essayer de maintenir des relations avec des gens qui n'avaient jamais investi équitablement en elle. Emma et moi avons commencé à nous parler régulièrement après ça, construisant une relation basée sur le respect mutuel et la compréhension partagée plutôt que sur l'obligation familiale. Elle avait monté une entreprise de conseil prospère, acheté sa propre maison et créé une vie qui ne dépendait de l'approbation ou du soutien de personne d'autre. Comme moi, elle avait appris à valoriser les relations basées sur la réciprocité plutôt que sur les liens du sang. 1 an après avoir acheté ma maison, j'ai reçu une promotion qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et d'options d'achat d'actions qui pourraient valoir beaucoup d'argent si l'entreprise continuait à croître. La reconnaissance était basée purement sur mes contributions et mon potentiel, sans aucune considération de mon origine familiale ou de mes circonstances personnelles. J'ai célébré la promotion en prenant 2 semaines de vacances au Japon, quelque chose dont je rêvais depuis mes études supérieures, mais que je n'avais jamais pensé pouvoir me permettre. Le voyage était tout ce que j'avais espéré, beau, éducatif et complètement à moi à apprécier sans avoir à justifier la dépense à qui que ce soit d'autre. Quand je suis revenue du Japon, j'ai trouvé 3 appels manqués de maman et un message vocal me demandant de rappeler au sujet d'une affaire familiale importante. Le ton était plus sérieux que d'habitude, ce qui m'a fait me demander si quelqu'un était malade ou s'il y avait eu une urgence. J'ai rappelé le lendemain soir, et maman m'a expliqué que Jake et sa femme risquaient la saisie de leur maison. Ils avaient pris du retard sur leurs remboursements hypothécaires pendant une période où Jake était sans emploi, et maintenant ils devaient plus qu'ils ne pouvaient rattraper avec leurs revenus actuels. Papa avait aidé autant qu'il pouvait, mais ce n'était pas suffisant pour sauver la maison. La famille essayait de trouver des solutions et maman se demandait si j'accepterais de faire un prêt pour aider Jake à éviter la saisie. Le montant dont ils avaient besoin était de 15 000 $, ce qui était considérable mais dans mes moyens compte tenu de ma récente promotion et de mes primes. La présentation de maman était soigneuse et émotionnelle. Elle parlait de comme ce serait dévastateur pour Jake et sa femme de perdre leur maison, de comment cela affecterait leur crédit et leurs opportunités futures, de comment toute la famille s'inquiétait pour leur situation. Elle présentait mon aide potentielle comme un prêt plutôt qu'un cadeau, avec des promesses que je serais remboursée dès que Jake se remettrait financièrement sur pied. Cette demande était exactement ce à quoi je m'attendais qu'elle arrive un jour. Mon succès avait été noté et classé comme une ressource pour les urgences familiales futures, particulièrement les urgences impliquant Jake. On supposait que je voudrais aider,
que l'obligation familiale passerait avant toute préoccupation concernant l'historique de notre relation. J'ai dit à maman que j'y réfléchirais et que je la rappellerais, ce qui m'a donné le temps de traiter correctement cette demande. J'ai passé cette soirée à me promener dans mon quartier, pensant à l'adolescent de 15 ans à qui on avait refusé des fournitures artistiques, pendant que Jake recevait des cours de musique haut de gamme, à l'étudiant à qui on avait refusé l'argent pour les manuels scolaires pendant qu'on cosignait la 4e voiture de Jake. Le schéma était parfaitement clair. Quand j'avais eu besoin d'aide, on m'avait dit de trouver un autre moyen. Quand Jake avait besoin d'aide, c'était présenté comme une urgence familiale nécessitant toutes les ressources disponibles. Mes besoins avaient toujours été minimisés. Les siens étaient toujours catastrophiques. Mon indépendance avait été présumée. Sa dépendance était accommodée et encouragée. J'ai rappelé maman 2 jours plus tard avec ma décision. Je ne ferai pas de prêt pour aider Jake à éviter la saisie, mais j'accepterai de partager des ressources de budgétisation et de planification financière s'ils étaient intéressés à s'attaquer aux habitudes de dépenses sous-jacentes qui avaient créé la crise. La réaction de maman a été une déception immédiate suivie de confusion. Elle ne pouvait pas comprendre comment je pouvais regarder des membres de la famille perdre leur maison quand j'avais les moyens de les aider. Quand je lui ai rappelé qu'elle m'avait regardé peiner financièrement pendant toutes mes études supérieures sans offrir d'aide, elle a dit que ces situations étaient différentes parce que j'avais toujours réussi à m'en sortir. Le raisonnement circulaire était parfait dans sa cohérence. Ma résilience à gérer les problèmes sans soutien familial prouvait que je n'avais pas besoin de soutien familial. L'incapacité de Jake à gérer les problèmes sans soutien familial prouvait qu'il avait besoin de soutien familial. Le fait que j'ai réussi malgré le refus d'aide signifiait que je devais maintenant aider quelqu'un qui en avait toujours reçu. J'ai maintenu ma limite, et la conversation s'est terminée avec maman qui disait espérer que je reconsidérerais parce que la famille était plus importante que l'argent. Cette leçon ironique de quelqu'un qui avait constamment priorisé les désirs financiers de Jake par rapport à mes besoins financiers était remarquable par son manque de conscience de soi. Jake a perdu la maison 6 semaines plus tard. Papa a appelé pour me tenir au courant de la situation, et son ton portait une implication subtile que le résultat aurait pu être évité si j'avais choisi d'aider. La tentative de culpabilisation était évidente mais inefficace. J'avais appris à séparer les choix et conséquences des autres de mes propres décisions et limites. La saisie est devenue une crise familiale qui a consommé l'attention de tout le monde, sauf la mienne. Jake et sa femme ont emménagé temporairement chez nos parents le temps qu'ils trouvent une solution. Papa a pris une 2e hypothèque sur sa propre maison pour aider Jake avec les frais de déménagement et la consolidation de dettes. Maman a commencé à travailler à temps partiel pour aider à couvrir les dépenses ménagères supplémentaires. J'ai observé la famille se mobiliser autour de la crise de Jake avec le même intérêt détaché que j'avais appris à appliquer à toute leur dynamique. Le niveau de soutien, de sacrifice et de risque financier qu'ils étaient prêts à prendre pour Jake était identique au niveau de soutien qu'ils m'avaient refusé tout au long de ma carrière étudiante. Le contraste était si frappant qu'il a éliminé tout doute restant sur la réalité de mon expérience d'enfance. 6 mois plus tard, j'ai reçu la nouvelle que la demande de brevet de mon équipe de recherche avait été approuvée et que l'entreprise accordait une licence de la technologie à des fabricants du monde entier. Ma part des frais de licence serait substantielle, suffisante pour rembourser complètement mon prêt immobilier et avoir encore de l'argent significatif pour des investissements. J'ai célébré l'approbation du brevet avec Dr Martinez, qui était restée une mentor et amie tout au long de ma carrière. Elle était fière de ma réussite technique, mais encore plus fière de la croissance personnelle que j'avais démontrée en établissant des limites avec des membres de la famille qui n'avaient jamais reconnu ma valeur. Le docteur Martinez m'avait vu me transformer d'une étudiante diplômée surmenée et désespérément en quête d'approbation en une professionnelle confiante qui se valorisait à sa juste mesure. Ce changement n'avait été ni facile ni rapide, mais il était nécessaire pour mon bien-être et mon succès à long terme. Avec l'argent du brevet, j'ai remboursé mon prêt immobilier et acheté des propriétés d'investissement qui me procureraient des revenus passifs pendant des années. J'ai créé un fonds de bourse dans mon université de premier cycle, spécifiquement destiné aux étudiants dont les familles ne pouvaient pas ou ne voulaient pas financer les études. Les critères de la bourse étaient soigneusement rédigés pour identifier des étudiants comme j'avais été, excellents sur le plan académique mais sans soutien financier à cause de dysfonctionnements familiaux plutôt que d'une véritable pauvreté.
Le fonds de bourse est devenu un moyen de transformer mon expérience douloureuse en quelque chose de significatif pour d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Chaque étudiant qui recevait de l'aide parce que sa famille avait échoué à la lui fournir représentait une victoire contre le système qui avait essayé de me convaincre que je ne valais pas qu'on investisse en moi. 2 ans après avoir établi le fonds de bourse, j'ai été invitée à prendre la parole au dîner annuel de reconnaissance des donateurs de l'université. Mon discours portait sur l'importance de soutenir les étudiants qui font preuve de résilience et d'excellence malgré des circonstances familiales difficiles, des étudiants qui ont appris à réussir de manière indépendante parce que la dépendance n'était pas une option. Après mon discours, une jeune femme s'est approchée de moi les larmes aux yeux. C'était une étudiante de 3e année en ingénierie qui travaillait 30 heures par semaine pour payer ses études pendant que ses parents finançaient les études supérieures de son frère dans un programme qu'il avait choisi sur un coup de tête. Ma bourse avait couvert ses manuels scolaires et ses frais de laboratoire pour le semestre, supprimant juste assez de pression financière pour lui permettre de se concentrer sur ses études plutôt que sur sa survie. Son histoire ressemblait tellement à la mienne que j'avais l'impression de parler à mon moi de 20 ans. La différence était qu'elle avait un soutien que je n'avais jamais eu, une validation que je n'avais jamais reçue, et une aide financière qui reconnaissait sa valeur plutôt que de la remettre en question. La bourse lui avait donné ce que mes parents avaient refusé de me donner, la reconnaissance que son éducation valait la peine qu'on y investisse. Cette conversation a confirmé ce que je soupçonnais concernant le traitement de ma famille. Ce n'était pas normal, ce n'était pas justifié, et ce n'était pas ma faute. D'autres familles investissaient dans l'éducation de tous leurs enfants. D'autres parents reconnaissaient la réussite académique comme digne de soutien. D'autres frères et sœurs n'avaient pas à mériter ce qui était donné librement ailleurs. Le mois dernier, papa a appelé pour m'annoncer qu'on lui avait diagnostiqué une maladie grave nécessitant un traitement coûteux. Son assurance couvrirait la plupart des frais, mais il y aurait encore des dépenses importantes à sa charge pour les médicaments et les soins spécialisés. Il a mentionné le diagnostic de manière détachée, sans demander directement de l'aide, mais en laissant clairement entendre le fardeau financier. Cet appel m'a semblé être un test de tout ce que j'avais appris sur les limites et le respect de soi. L'homme qui avait refusé de dépenser 320 $ pour mes manuels scolaires demandait indirectement un soutien financier pour des factures médicales qui coûteraient des milliers de dollars. Le parent qui n'avait jamais investi dans mon potentiel s'attendait à ce que j'investisse dans ses soins. J'ai répondu avec de la compassion pour sa situation de santé et des suggestions pratiques pour gérer les dépenses médicales, mais sans offrir d'aide financière. Quand papa a semblé surpris par mon absence d'offre de soutien financier, je lui ai rappelé qu'il m'avait appris à gérer mes propres problèmes de manière indépendante et j'ai supposé qu'il voulait maintenir la même autonomie qu'il avait toujours attendue de moi. La conversation était gênante mais révélatrice. Papa semblait sincèrement confus par mon refus de fournir un soutien financier, comme si les années de refus de m'aider n'avaient aucun lien avec mon refus actuel de l'aider. La possibilité que ses choix passés puissent influencer mes décisions actuelles ne lui était pas venue à l'esprit. J'ai terminé l'appel en lui souhaitant une bonne santé et en lui rappelant que j'avais appris l'indépendance financière grâce à son exemple. La limite a été maintenue sans cruauté, mais aussi sans le genre de soutien qui ne m'avait jamais été disponible quand j'en avais eu besoin. Cet appel téléphonique a cristallisé tout ce que j'avais appris sur la dynamique familiale et l'estime de soi. Les gens qui refusent d'investir en vous n'ont pas le droit de profiter de votre succès. Les gens qui vous apprennent à être indépendants n'ont pas le droit de dépendre de vous. Les gens qui donnent constamment la priorité aux autres plutôt qu'à vous n'ont pas le droit de faire d'eux-mêmes votre priorité quand cela les arrange. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je suis plus stable financièrement que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je possède ma maison sans hypothèque, j'ai des économies et des investissements substantiels et je gagne plus d'argent que mes parents n'en ont jamais gagné. Mon succès professionnel a été construit entièrement grâce à mes propres efforts, sans relation familiale, soutien financier ou filet de sécurité. Plus important encore, j'ai appris à valoriser les relations basées sur la réciprocité, le respect et l'attention sincère plutôt que sur les liens du sang ou les attentes sociales. Emma et moi avons développé une relation fraternelle solide, basée sur le soutien mutuel et la compréhension. J'ai des amis qui célèbrent mes réussites avec sincérité et m'offrent leur aide quand j'en ai besoin, tout comme je le fais pour eux. Je maintiens encore des contacts polis avec mes parents, mais avec des limites claires et des attentes réalistes. Je n'attends pas d'eux qu'ils reconnaissent leur favoritisme passé ou qu'ils s'excusent pour leur manque de soutien.
Je n'attends pas d'eux qu'ils célèbrent mes réussites avec l'enthousiasme qu'ils réservent à celles de Jake. Je n'attends pas d'eux qu'ils donnent la priorité à mes besoins quand ceux de Jake entrent en concurrence pour attirer leur attention. Ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas changer les priorités des autres, mais on peut arrêter de faire passer leurs priorités avant notre propre bien-être. On ne peut pas forcer les gens à nous valoriser comme il se doit, mais on peut refuser de se sous-estimer pour s'accommoder de leurs limites. On ne peut pas contrôler la façon dont les membres de notre famille nous traitent, mais on peut contrôler l'accès qu'ils ont à nos ressources émotionnelles et financières. Le fonds de bourse soutient maintenant 12 étudiants par an, des jeunes qui me rappellent que la résilience n'est pas un défaut de caractère et que l'indépendance n'est pas une punition. Ces étudiants apprennent ce que j'aurais aimé savoir à leur âge, que leur valeur n'est pas déterminée par l'investissement de leur famille en eux et que leur réussite ne nécessite l'approbation ou le soutien de personne d'autre. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre propre histoire dans la mienne, sachez que vous n'imaginez pas le traitement différentiel que vous avez vécu. Vous n'êtes pas trop sensible, trop exigeant ou trop ingrat. Le favoritisme familial est réel, systématique et dévastateur pour les enfants défavorisés qui passent des années à essayer de mériter ce que d'autres reçoivent automatiquement. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance qu'en a votre famille. Votre réussite n'a pas besoin de leur soutien. Votre bonheur n'a pas besoin de leur approbation. Parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de s'autoriser à arrêter d'essayer de mériter quelque chose qui aurait dû être donné librement et commencer à construire une vie basée sur nos propres valeurs plutôt que sur leurs attentes. J'aimerais entendre d'autres personnes qui ont navigué dans des dynamiques familiales similaires. Comment avez-vous reconnu les schémas de favoritisme? Quelles limites avez-vous établies avec des membres de la famille qui vous sous-estimaient constamment? Comment avez-vous appris à célébrer vos propres réussites quand votre famille réserve ses célébrations aux autres? Si cette histoire a résonné en vous, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu sur les dynamiques familiales, le développement personnel et la construction de relations authentiques. Parfois, la famille la plus importante que vous aurez jamais est celle que vous choisissez vous-même, et ce n'est pas seulement acceptable, c'est exactement comme ça devrait être.